En vous remerciant de votre visite. Je vais vous passer la parole dans un instant. Vous êtes reçu actuellement par la mission créée par la Commission des lois pour essayer de trouver des remèdes à la question de la surpopulation carcérale. Cette mission est composée de 15 personnes. Elle représente la diversité des opinions politiques au sein de l'Assemblée nationale et elle a été créée lorsque la nouvelle Commission des lois s'est mise en place. Nous avons procédé à un certain nombre d'auditions. Les auditions sont ouvertes à la presse, ce qui signifie que les débats sont enregistrés et qu'ils seront visibles sur le site de l'Assemblée. Ça appelle deux observations. La première, c'est que je vous rappelle donc que c'est ouvert et que le politiquement correct s'étant imposé largement, il faut être toujours assez attentif à son vocabulaire. La deuxième, mais je suis certain que ça ne posera pas de problème, mais la deuxième, ça m'amène à la deuxième observation, c'est que c'est en direction cette fois-ci de ceux qui nous écoutent que nous sommes en train de réfléchir, que parfois, en réfléchissant, la langue peut fourcher, et que si l'on pouvait ne pas être envahi de tweets qui viennent reprendre, commenter de façon critique les propos qui sont tenus. Donc nous sollicitons l'indulgence envers ceux qui réfléchissent à des questions. Nous procédons toujours de la même façon, c'est-à-dire que je vous passe la parole pendant une dizaine de minutes, un quart d'heure, enfin, le temps qui vous est nécessaire, en vous demandant de vous présenter en quelques mots personnellement, mais aussi de présenter l'association que vous représentez, l'Association française de criminologie. Et au nom de l'ensemble des membres de la mission, eh bien, nous vous remercions de vous être déplacés et d'avoir accepté de réfléchir et de participer à nos travaux. Je vous passe la parole. Ça marche là? Très bien. Oui, non, c'est moi, et c'est moi qui vous remercie, et c'est notre association qui vous remercie de nous entendre, compte tenu du temps et du nombre de personnes et sans doute d'organisations que vous allez entendre sur ce sujet difficile. Alors, me présenter, moi, ça va être fait très vite. Je suis magistrat. J'exerce actuellement les fonctions de président de chambre correctionnelle à la Cour d'appel de Douai pour quelques mois encore. Auparavant, j'ai été sous-directeur de l'administration pénitentiaire chargé de la réinsertion. J'ai aussi été président de cour d'assises à Paris pendant 8 ans. Voilà. Ce qui importe, c'est l'association. Cette association, je vous en ai remis un petit tableau qui reprend son historique depuis les années 60. Je dirais simplement que ce qui la caractérise, et ça se lit assez clairement dans le document que je vous ai remis, c'est le souci de cette association de s'organiser et de fonctionner de manière à faire en sorte que toutes les disciplines composant la criminologie soient représentées au niveau de ces présidences successives. C'est ainsi que le docteur Yves Roumajon, que j'ai connu quand j'étais juge des enfants comme expert et qui a participé à la commission de révision du Code pénal, a été président de l'Association française de criminologie, mais de la même manière que l'ont été des gens aussi différents par leur formation que le professeur Raymond Gassin, avec qui j'ai encore des contacts, qui est retraité maintenant à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le commissaire divisionnaire Jean Suzini, le professeur de psychiatrie Marcel Collin ou Pierrette Poncelat, qui enseigne le droit à Nanterre. Tous ces gens-là ont été présidents de cette association française de criminologie, dont la caractéristique est donc l'appel à le regroupement de professionnels intervenant à la fois dans toutes les professions, dans toutes les disciplines universitaires qui composent la criminologie, mais qui fait appel aussi, à des associations, à des intervenants bénévoles dans les milieux de la justice pénale ou de l'administration pénitentiaire. Voilà, je crois que peut-être pas nécessaire d'en dire beaucoup plus, sinon que historiquement, je dirais que cette association s'est un peu constituée dans la mouvance des idées de la défense sociale de Marc Ancel et qu'on essaye de maintenir un petit peu ce cap d'une réflexion autour de la peine et autour du pénal en général qui soit à la fois humaniste, non idéologique, pluraliste. J'ai oublié de dire que parmi les 2 derniers présidents de l'Association française de criminologie, il y avait Philippe Potier, qui est actuellement DESPIP à Nouméa, et qui est président juste avant moi, et Pierre-Victor Tournier, que vous avez entendu ici, qui a aussi été longtemps responsable de cette association, et avec lesquels nous entretenons des rapports tout à fait cordiaux, amicaux. Voilà. Bien, au-delà de cette présentation, je ne sais pas si à moins que vous ayez des questions, parce que sinon on peut y revenir. Ce qui nous a paru important
dans le sujet que vous nous avez proposé de travailler et en examinant les questions que vous nous avez adressées, peut-être pour aller un petit peu plus vite et ne pas vous faire perdre trop de temps, parce qu'il y a un certain nombre de choses que vous connaissez ou sur lesquelles on a déjà eu à prendre position, je dirais pour simplifier qu'il y a un certain nombre de questions sur lesquelles on peut réfléchir, mais qui ne sont pas, me semble-t-il, sur lesquelles nous n'avons pas nécessairement de légitimité immédiate à intervenir au titre ou en référence à la criminologie. Je pense à ce que vous nous indiquiez sur ce que nous pouvions penser des questions autour de la dépénalisation, de l'organisation du système pénal en lui-même. Il y a des questions auxquelles on n'a pas de réponse toute prête et je n'ai pas forcément envie de faire semblant d'avoir un point de vue avisé alors que ça n'est pas le cas, ou en tout cas qu'on n'aura pas suffisamment réfléchi à la question. En revanche, sur la criminologie, on a un certain nombre de réponses à faire et surtout, par rapport à certaines des questions que vous nous posiez, je le dis très clairement, dans la foulée de ce qui va déjà dû vous être dit par Pierre-Victor Tournier et l'association Dès Maintenant, dont je fais partie aussi, nous sommes en accord complet et je dirais que notre fil rouge, c'est la recommandation 99-22 du Conseil de l'Europe sur tout ce qui tourne autour de votre sujet principal, à savoir comment réduire la population carcérale. Donc je ne pense pas qu'il soit forcément indispensable de développer les points qui sont intégrés dans cette recommandation, à savoir la question du numerus clausus par établissement nous paraît un objectif vers lequel il faut tendre, absolument. Alors après, il y a des méthodes, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de définir une méthode rigide, il s'agit d'organiser, d'articuler le fonctionnement de la juridiction, parquet et siège avec les services locaux, et de le faire dans le respect de tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité et les droits des personnes. Je ne rentre pas dans les détails. De la même manière que le principe de réduire le recours aux courtes peines doit être bien entendu retenu. Sur la libération conditionnelle de droit aux 2 tiers de peine qui avait déjà été adoptée, me semble-t-il, dans un texte, nous sommes également tout à fait favorables à cette orientation. Et nous sommes également favorables à la suppression des peines planchers, pour les raisons qui ont là aussi été développées. Je ne pense pas qu'on ait d'arguments particulièrement ou particuliers à développer, d'autant plus que je me méfie un tout petit peu de mon intervention sur ces points-là, dans la mesure où j'aurais peur d'intervenir plus en tant que magistrat qu'en tant que président de l'Association française de criminologie. Mais nous avons une doctrine sur l'ensemble de ces points qui est parfaitement claire et sur laquelle je n'insiste pas. Sauf à y revenir si vous vouliez avoir des éclaircissements. Alors, en revanche, il y a un certain nombre de points sur lesquels j'ai pensé qu'il était important de contribuer à votre réflexion, sans que je sache si d'autres organisations ou d'autres personnes que vous auriez entendues auraient soutenu ces préconisations. Il y en a en particulier 3. Alors, elles ne sont pas toutes de la même importance. En tout cas, elles ne vont pas forcément vous aider à résoudre numériquement le problème sur lequel vous êtes en train de réfléchir. Il y a d'une part... Je terminerai par la césure du procès pénal parce que ça nous paraît fondamental. Mais les 2 premiers sont un petit peu plus faciles, si je puis dire, à évoquer. C'est la question de la comparution immédiate. Il ne s'agit pas d'être contre ou pour la comparution immédiate. Il est évident que la comparution immédiate répond, dans un certain nombre de cas de figure, à des attentes légitimes, à la fois par rapport au respect des droits des prévenus, par rapport à la qualité de justice qui peut être rendue et par rapport à l'urgence qui peut à un moment donné caractériser une situation d'ordre public sur laquelle il n'est pas nécessaire d'attendre, tout étant parfaitement clair. En revanche, ce qui nous paraît poser problème, ce sont les décisions qui sont prises en comparution immédiate et qui débouchent sur des peines qui sont... Il faut bien fixer un seuil. Moi, j'aurais tendance à dire le seuil de 3 ans. Je pense qu'au-delà d'un certain seuil, on ne peut plus se contenter d'une comparution immédiate, même si les faits sont graves. Je pense que dans ces cas-là, il y a des éléments de personnalité qui doivent être approfondis. Je dirais, pour reprendre la formule d'un avocat qui l'avait soutenu devant moi, le parquet ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est une formule. Mais en même temps, je trouve qu'on est à chaud. On est dans des situations dans lesquelles, effectivement, il y a de l'émotion. Et je parle même quand on est en cour d'appel. Ce sont des faits graves, ce sont quelquefois même des faits qui auraient pu recevoir une qualification criminelle. Et il y a une tendance, dès lors que la justice se prononce à chaud,
à prononcer des peines qui ne seraient pas celles qui seraient prononcées si on en savait plus, si on avait pris un petit peu plus le temps. Donc, je le dis pour moi, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème de la surpopulation carcérale. Hein. Mais je pense qu'il y a là une illustration d'un des deux principes que je voulais soutenir au nom de l'association de manière absolument ferme. J'ai oublié de les rappeler, je les indique dès maintenant. Le premier, c'est qu'il n'est pas question de... Certes, il relève des pouvoirs publics et évidemment du Parlement de tout faire pour réduire la population carcérale au strictement nécessaire. Il est même souhaitable et indispensable de développer des politiques de prévention de la récidive. Mais quand il s'agit de réfléchir à la peine, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il faut avant tout que la peine soit juste. Alors quand on a dit ça, on n'a rien dit. Mais on l'a dit quand même. Bon, juste, ça ne veut pas dire qu'il plaît à tout le monde. Mais c'est une peine qui peut être comprise et qui est juste. Si elle n'est pas juste, elle ne sera pas comprise, elle ne sera pas... Le condamné n'y adhérera pas d'une certaine manière. Et si on n'a pas ce souci-là, on rend... c'est la question de la qualité de la justice pénale. Je pense qu'on ne peut pas aborder les questions que vous abordez comme les questions qui vont être abordées au titre de la prévention de la récidive sans parler de qualité de justice pénale. Je suis très frappé du fait qu'il y a eu énormément de recherches et de réflexions sur ce qui caractérisait la justice civile. En ce qui concerne la justice pénale, au-delà de ce que j'appellerais les garanties de procédure et qui sont fondamentales, il y a eu assez peu de réflexion et je pense que c'est quelque chose qui, en tout cas, c'est ce que nous pensons à l'Association française de criminologie, devrait donner lieu à des travaux plus importants. Donc ça, c'est le premier fil rouge ou le premier principe que je voulais rappeler, c'est cette idée qu'il faut absolument que la peine soit juste. Et puis je dirais que, d'une certaine manière, ça peut paraître paradoxal, et je mesure la difficulté qui est celle que vous avez à résoudre. Je pense aussi que la meilleure manière de diminuer la population carcérale, c'est de rendre une justice pénale de qualité, justement. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut avancer. C'est-à-dire que pour rendre une justice pénale de qualité, c'est là que la criminologie intervient. Pourquoi ? Parce que la criminologie, elle permet de se poser des questions qu'on n'a pas nécessairement envie de se poser. Et je l'ai vécu en tant que magistrat, et tous les professionnels de justice le savent. Il est plus facile de signer un mandat de dépôt que de rechercher une peine alternative, que de travailler dans une juridiction avec un ressort pour essayer de déboucher sur des postes, que de prendre le temps, que de prononcer un ajournement de peine, que de faire... Bon, alors, tout ça, c'est comme ça, c'est sûr. Mais il est certain que si on veut travailler sur le fond, si on ne veut pas travailler uniquement dans une problématique de gestion de flux, qu'on veut travailler en imaginant ce qui va se passer un petit peu plus tard, en quoi tout cela va pouvoir changer le fonctionnement de la personne, quels éléments elle va avoir pour réfléchir, pour intégrer, quel relais va être pris derrière. Tout ça demande effectivement une qualité de travail qui n'est pas seulement une qualité de travail des juges, qui est une qualité de travail des avocats, qui est une qualité de travail des professionnels en amont de l'intervention, je dirais même de la police, dans la manière dont les interrogatoires sont faits, dont le justiciable peut avoir le sentiment qu'il y a une impartialité, une recherche objective. Et enfin, tout ça, oui, c'est une qualité de travail. Je pense que c'est ça, au fond, qu'il faut fondamentalement rechercher et à quoi il faut essayer de parvenir. Et bon, là, je n'insiste pas, mais je pense qu'effectivement, tout ce que la criminologie apporte est considérable à tous les stades de la procédure. On va essayer de le démontrer au cours de notre colloque qui a lieu demain et après-demain et auquel Madame la ministre de la Justice nous fait l'honneur de participer demain après-midi. Donc voilà, je n'insiste pas trop sur la comparution immédiate. Les deux autres points importants, c'est, et il illustre aussi un petit peu cette question de logique de gestion de flux, c'est l'article 122.1, l'alinéa 2 du Code pénal. J'avais eu l'occasion d'intervenir ou de déposer plus exactement devant M. Le Cerf et Jean-Pierre Michel au Sénat l'année dernière, quand ils étaient en train de travailler sur un rapport qu'ils ont publié sur les moyens de réduire le nombre de malades mentaux dans les établissements pénitentiaires. J'avais soutenu, après être allé d'ailleurs voir les rapports, les documents qui existaient, les rapports qui existaient et qui étaient mis sur Internet, sur le site du Sénat, et j'avais réalisé que nous avons un texte qui est un peu particulier en ce qui concerne cet article. Alors, là aussi, ça paraît à la marge, mais il y a quelque chose qui touche
assez fondamentalement quand même à la philosophie de la peine en France. Je fais un aparté, mais pourquoi je reparle? En relisant la règle 99-22 du Conseil de l'Europe, j'ai quand même été frappé de la qualité, je ne sais pas quel mot employer, moi, oui, de la philosophie qu'il y a derrière ce texte, qui est une philosophie, ça tient la route, j'allais dire vulgairement, je ne sais pas, vous parliez des réactions des spectateurs après, ça a de la gueule, je veux dire. Bon, on est sur un texte qui fonde, on parlait de civilisation à un moment donné, voilà, c'est un texte qui fonde les choses. Et on n'est plus trop dans cela dans les politiques pénales et dans les dernières lois qui ont été votées ces dernières années. Donc j'en reviens à cet article 122.1, il dit ceci: la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance. C'est assez admirable. C'est-à-dire qu'on tient compte, ça veut dire qu'on peut soit aggraver, soit faire baisser. Bon. Alors, ça m'avait un peu intrigué. C'est pour ça que je suis allé voir. Et il y a des pays dans lesquels on ne dit pas tient compte. On en tire la logique qui paraît pourtant assez logique, si je puis dire. C'est que on baisse la peine, parce qu'il y a moins de responsabilités, donc on baisse la peine. Et c'est le cas en Italie, c'est le cas en Espagne. Alors, ceux dont des modalités différentes, soit le texte dit on baisse, soit on dit on baisse d'un tiers. Bon, et pourquoi M. Le Cerf et messieurs Le Cerf et M. Michel nous avaient posé cette question? Parce qu'ils étaient à ce moment-là, leur attention avait été attirée à juste titre sur le développement du principe de précaution dans les pratiques des cours d'assises en particulier, où quand on disait qu'un accusé avait un problème de cet ordre-là, c'est-à-dire un discernement altéré, au lieu que ça baisse la peine, ça faisait peur aux jurés, et ils avaient tendance à augmenter la peine en se disant qu'il faut qu'on se protège, parce que s'il est irresponsable, il est encore plus dangereux. Et ça allait bien d'ailleurs dans le mouvement général autour de cette idée de dangerosité. Et je vous laisserai aller plus loin sur le rapport, mais le rapport faisait des préconisations qui consistaient effectivement à modifier le texte. Et je pense qu'il y a quand même un certain nombre de gens, un nombre assez considérable de gens dans les établissements qui relèveraient et voire devant les juges, et que ça pourrait être plaidé. Voilà, donc là, il y a un effet combiné, me semble-t-il, à la fois de qualité de justice, mais aussi d'éviter peut-être que des gens se retrouvent pendant des périodes en détention au-delà de ce qui devrait être. Voilà. Alors, à part cela, j'aurais voulu vous dire un petit mot peut-être aussi des leçons que je dirais que je tire cette fois-ci. J'en ai parlé un petit peu avec Pascal qui complétera peut-être mon propos tout à l'heure sur d'autres points, de la juridiction régionale de sûreté. Il se trouve que je préside cette juridiction dans le Nord-Pas-de-Calais, enfin c'est pour 3 cours d'appel d'ailleurs, parce que c'est une compétence transcours, si je puis dire. Et je trouve que on commence juste, hein, les premiers justiciables relevant de cette loi de février 2008 sur la rétention de sûreté nous arrivent, et ils sont éclairants. Alors je ne prends pas position du tout sur la loi telle qu'elle, c'est un autre sujet. En revanche, ce qui est très éclairant, c'est l'état dans lequel nous arrivent ces personnes, qui nous arrivent parce qu'elles n'ont pas formulé de demande de libération conditionnelle. Elles vont sortir et tout d'un coup, on réalise qu'elles vont poser problème dehors parce que... voilà. Et on constate dans les dossiers que ces gens-là ont passé entre 10 et 15 ans détenus dans des établissements pour peine dans lesquels ils n'ont posé strictement aucun problème. Ils ont tellement peu posé de problème, d'ailleurs, qu'ils n'ont absolument pas bougé et qu'ils n'ont rien préparé pour leur sortie. Et il faut bien calculer que quand la question est posée de leur sortie, tout d'un coup, on s'inquiète. Et du coup, on met en marche le processus prévu par la loi qui consiste à supprimer des réductions de peine s'ils ne font pas d'efforts pour voir des psychiatres ou autres. On a en général affaire à des sujets pour lesquels les soins sont... Enfin, je sais pas, il faudrait trouver des modalités de soins adaptées pour des sujets qui sont, à la limite, j'en avais un l'autre jour qui ne savait ni lire ni écrire, qui ne savait même pas sa date de naissance ni où il était né. Donc, voilà, on constatait au départ à la cour d'assises qu'un psychiatre ne servira à rien, et à la fin, on lui reproche de ne pas être allé voir un psychiatre. Bon, donc il y a peut-être des méthodes. Mais tout ça, c'est du temps passé en détention, c'est des places prises, et c'est je ne vais pas dire du gâchis, mais en même temps, bon, alors, ce serait intéressant d'analyser ça pour voir comment, en reprenant les choses autrement, on pourrait arriver peut-être, avec des moyens, hein, parce qu'il faut des gens pour faire ce travail, il faut définir des méthodes. La criminologie peut beaucoup apporter d'ailleurs dans ce domaine,
pour essayer de préparer à la sortie des gens qui peut-être au départ n'y étaient pas prêts, mais après tout la prison, pour des gens qui posent aucun problème d'ordre public en détention, au contraire, ils font leur petit travail dans leur cellule, celui-là il a plié des enveloppes pendant 13 ans dans sa cellule, pas de difficulté. Mais on pourrait peut-être imaginer des programmes plus dynamisants et de ce fait gagner du temps et de la place. Voilà, alors j'en viens juste 2 mots à la césure du procès pénal, parce que je pense que c'est le cœur du sujet. Je sais que ça va être un sujet difficile, parce que c'est un sujet qui apparaît a priori comme complexifiant, mais ça, je n'y peux rien. La criminologie, forcément, finalement, ça fait se poser des questions. C'est pas là pour simplifier, c'est pas là pour dire monsieur est dangereux, et donc puisqu'il est dangereux, on va doubler la peine ou on va lui mettre quelques mois ou quelques années de plus. La criminologie, ça aide plutôt à se demander pourquoi il est dangereux. Est-ce qu'il est dangereux définitivement ou est-ce qu'il pourrait l'être moins si on faisait autre chose? Donc, sur la césure du procès pénal, vous le savez, le procès pénal en France, que ce soit aux assises ou en correctionnel, est organisé de telle manière que sont plaidés à la fois la culpabilité et la peine. Donc, le résultat pratique, je parle évidemment des gens qui contestent les faits. Les gens qui contestent les faits, le procès est consacré entièrement ou pratiquement à la question de la culpabilité. Et une fois qu'un avocat a énormément de mal, enfin, où il le dit subsidiairement, il plaide que la peine ne soit pas si lourde que celle qui a été requise par l'avocat général, qui lui-même n'a pas eu grand-chose à dire sur la peine, sinon en termes de « ça mérite ça », mais pas « ça pourrait servir à ça ». Bon. Or, c'est ça qu'il faut changer. Il faut dire « ça mérite ça », c'est l'article 132-24 du Code pénal. La peine, ça sert aussi à quelque chose. Ça sert à prévenir la récidive, ça sert à sanctionner. Sanctionner, ça sert à quelque chose. Ça ne sert pas seulement à trouver ça, la peine dans les journaux ou dans les micro-trottoirs après l'audition de la victime. Ça sert à faire comprendre à quelqu'un qu'un comportement, un fait ne peut pas se produire sans être sanctionné. D'une certaine manière, des philosophes l'ont dit. Ce n'est pas des philosophes d'ailleurs, c'est Emmanuel Carrère dans le bouquin qu'il a fait sur l'affaire. Enfin, j'ai oublié. Il dit il y a pire que d'être jugé et condamné, c'est de ne pas être jugé, c'est-à-dire de ne plus être dans la société d'une certaine manière. Donc la peine, elle doit intervenir aussi pour servir à quelque chose. Donc, si on avait un débat sur la culpabilité, une fois que la culpabilité est prononcée, on avait ensuite un débat sur la peine. Ça ne serait pas du tout la même chose que ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y aurait dans le dossier des éléments qui plaideraient en faveur de telle ou telle peine. Sévère ou pas sévère, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir ce qu'on va en faire de cette peine, à la fois au titre de la sanction et au titre de la prévention de la récidive. Et au titre de la réinsertion, bien entendu. Or, ça, on ne peut pas l'avoir. On ne peut pas l'avoir aux assises, on ne peut pas l'avoir en correctionnel. Et du coup, voilà, on a un débat. Moi, après 8 ans de pratique aux assises, j'ai la conviction que ce qui est le plus important pour faire passer quelque chose aux condamnés concernant la peine, ce n'est pas tellement le quantum de la peine, c'est la manière dont on l'a jugé à l'audience, la manière dont il a été traité, entendu, d'une certaine manière reconnu en tant que personne, interrogé de manière... voilà. C'est tout ça qui fait que les gens évoluent. Encore une fois, je reviens à la question de la qualité de justice. Et là, les experts, les psychosociologues... alors, le travail social, alors, après il y a tout le travail sur la désistance qui commence à prendre un tout petit peu de forme dans les débats criminologiques, mais tout ça peut avoir sa place concrètement dans la chaîne pénale, en tout cas au niveau judiciaire, dès lors qu'il y a une césure du procès pénal. Sinon, je ne vois pas très bien comment les choses pourraient s'arranger. Je le dirais, et je m'en excuse auprès de vous, Monsieur le Président, je dirais même qu'avec ça, je pense que les avocats... se formeront, auront plus le souci de se former en matière de criminologie que ça n'est le cas actuellement. Actuellement, je ne vois pas très bien... Enfin, si, ça sert pour expliquer un certain nombre de choses sur les scènes de crime et tout ce qui s'est passé avant, mais le débat sur la peine, il n'a pas lieu. Au niveau des palais de justice, il n'y a pratiquement pas de débat sur la peine. Je ne parle pas de la motivation de la peine dans les décisions. C'est encore autre chose. Bon, voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce qu'il y aura encore autre chose à dire, mais peut-être avez-vous sûrement même des questions, puis peut-être que Pascal veut ajouter quelques petites choses, ou grandes choses d'ailleurs. Juste avant de vous passer la parole, Monsieur Carpès, 2 bandes de précision. Les 3 ans que vous avez évoqués... Non, c'est à la louche. C'est à la louche, mais ça veut dire que c'est 3 ans de peine pour la comparution immédiate. Pour la comparution immédiate, c'est 3 ans de peine encourue ou 3 ans de peine prononcée? Moi je pense que non, on ne peut pas interdire de prononcer. Il faut que ça soit... Il faut que le taquet soit un vrai taquet. C'est-à-dire qu'il faudrait dire que quand on recourt à la comparution immédiate, on ne pourra pas demander une peine au-delà de 3 ans.
D'accord. Donc une peine supérieure à 3 ans ne pourra pas être prononcée. Sur l'application de L122, oui, alors, c'est une question un peu annexe, mais le placement en cas d'irresponsabilité pénale, vous n'envisagez pas un Ah non, transfert? non, c'est pas sur C'est l'article pas 121. Non, c'est uniquement sur l'atténuation. sur l'atténuation, d'accord. Uniquement. Sur le J'ai compris, discernement, alors. là, il n'y a pas de débat. Le texte est parfaitement clair. Et je dirais qu'il y a eu un gros apport de la loi Guigou sur ce point. C'est le fait que la Cour d'assises soit y compris amenée à se prononcer sur l'état d'irresponsabilité comme fait justificatif, ce qui n'était pas le cas avant. Là, il y a un débat, y compris pour les victimes, qui est un plus indiscutable, puisque le débat est public. Je vous passe la parole en vous priant de m'excuser. J'ai écorché votre nom tout à l'heure en le prononçant. Merci, Monsieur le Président. Merci à la Commission et à ses membres de recevoir l'Association française de criminologie dans cette humble demeure qu'est l'Assemblée nationale, surtout au titre que cette association pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle a une place particulière au sein du champ pénal et criminologique, et par là même aussi une expertise qui nous semble importante dans ces débats. Je vous parle en tant qu'administrateur de l'AFC, mais je vous parle aussi en tant que chercheur en criminologie, travaillant à l'université en Allemagne et étant impliqué dans de nombreux projets de recherche européens. Et c'est à ce titre comparatiste et européen que je vais vous apporter quelques éléments de réflexion en sus de ce qui a été présenté par Monsieur le Président Alain Blanc. Tout d'abord, la surpopulation carcérale, dans tous les textes qu'on a pu étudier, existe depuis la création de la prison pénale moderne. Donc depuis le 19e siècle, dès le départ, il y a eu surpopulation carcérale. On peut dire d'une certaine façon que c'est structurel et pas conjoncturel, mais les études d'historiens montrent très bien que la conjoncture et la conjoncture politique jouent un très grand rôle dans ces pics de surpopulation réguliers depuis 2 siècles. Ça, c'est un premier point. Donc, on a vu quelques politiques pénitentiaires, politiques pénales françaises dans les années 2000 qui ont fait chuter le nombre de détenus. Et donc, il est possible aussi d'avoir une action politique réduisant la population carcérale de façon efficace. Le second point, c'est que la surpopulation carcérale actuellement concerne la quasi-totalité des pays membres du Conseil de l'Europe. Et même les pays scandinaves tournent à peu près à 90 détenus pour 100 000 habitants, ce qui est considéré comme presque un taux plein en termes effectifs. Ce n'est pas pour excuser la situation française, mais au contraire, c'est pour vous donner un peu des éléments qui évitent de dire que la situation française est particulière et que la surpopulation carcérale à la française tient à des conditions, on va dire, pénales, techniques, publiques, de politique publique, qui sont propres à notre pays. Et donc, c'est très difficile de prendre des exemples sur ce qui est fait à l'étranger. C'est très difficile de changer ce qui existe en France parce que c'est la France. Donc, la situation est malheureusement plus ou moins comparable dans d'autres pays en Europe. Un troisième point, pour faire un complément sur le numerus clausus, à la 16e conférence des directeurs d'administration pénitentiaire qui se tient au Conseil de l'Europe une fois par an, donc là, c'était la 16e conférence, c'était en 2011, un questionnaire a été distribué à tous les directeurs d'administration pénitentiaire du Conseil de l'Europe, donc une quarantaine de pays, sur leur façon de voir leur métier, sur des propositions qu'ils pourraient mettre en avant pour améliorer les situations carcérales et pénitentiaires dans leur pays. Et sur les retours de questionnaires, sur 29 questionnaires qui ont été retournés, 21 de ces personnes interrogées, donc on voit un peu la qualité quand même des personnes interrogées, se prononcent pour un numerus clausus dans leur pays. Sachant que quasiment aucun pays en Europe n'effectue ou n'applique un numerus clausus concret, étendu à toutes les prisons et de façon générale. Donc là, on voit bien aussi une césure entre les praticiens, et on ne pourra pas accuser les directeurs d'administration pénitentiaire des pays européens d'être trop libéral ou d'être trop syndiqués. On voit bien là la césure entre ces praticiens et certaines politiques publiques pénales et pénitentiaires qui n'osent pas mettre en place peut-être des modes de gestion ou de solutions qui pourraient aider un peu à lutter contre la surpopulation carcérale. Puis après, quelques exemples de ce qui se fait à l'étranger, sachant que, comme je l'ai dit, les problèmes existent un peu partout. Mais on voit que dans nombreux pays, alors les États-Unis, mais aussi l'Angleterre, le Danemark et d'autres pays,
ont été mis en place des maisons, alors on va appeler ça des maisons, des établissements, qui font le sas, qui font le tampon. Monsieur Tournier, ici même, a parlé de sas, qui font un peu le sas ou le tampon entre la détention entre les murs et puis la mise en liberté définitive. Donc là, on a affaire à une population qui est sous écrou, qui reste sous écrou, mais qui est hébergée à l'extérieur des murs de la prison, dans des établissements, dans des maisons, dans des institutions propres à prolonger la préparation à une vie en pleine liberté. Deux intérêts à ça, c'est que d'une part, ça libère les murs de la prison, et avec le public difficile qu'il peut y être, avec les conditions de travail pour les personnels et avec les conditions de vie pour les personnes détenues. Donc là, on est bien dans notre propos sur la lutte contre la surpopulation carcérale. Puis le deuxième avantage, c'est que vous allez me dire, on ne fait que déplacer le problème, la surpopulation, on va l'avoir dans ses propres maisons. Non, à deux titres. D'une part, parce que ces établissements sont mis en place de façon assez précise pour être seulement avec une chambre et un seul lit. Et on n'aura jamais la place à mettre un matelas par terre, comme malheureusement ça se fait ici. Et puis deuxièmement, c'est surtout que ces maisons sont dans le cadre d'aménagement de peine et donc donnent l'occasion aux détenus d'avoir une préparation, d'avoir une continuation dans sa préparation à la sortie définitive ou à la liberté plus efficace, plus rapide, avec un taux de réussite assez haut par rapport à une détention sèche ou une libération sèche. Donc c'est ce qui s'appelle les halfway houses, donc en anglais ça veut dire à mi-parcours, hein, à mi-chemin, et les résultats des pays étrangers sont jusque-là assez positifs, et ça permet un peu de dépressurer le milieu pénitentiaire au sein des établissements pénitentiaires. Donc ça, alors il y a le placement à l'extérieur qui se fait en France, mais qui concerne malheureusement seulement une centaine de détenus, et donc qui devrait être beaucoup plus développé. Là, si on prend l'exemple français, c'est un placement à l'extérieur avec hébergement, mais entendez-moi bien, hébergement dans des lieux particuliers qui ne seront pas les établissements pénitentiaires actuels. D'autre part, des travaux assez récents travaillent là-dessus, à assouplir ou réévaluer les éléments de révocation d'un sursis ou d'une mesure d'aménagement de peine. On note dans beaucoup de pays européens un fort retour, environ 10%, des personnes qui sont en sursis ou qui sont en aménagement de peine, un retour pour parfois une infraction aux obligations qui sont assez minimes ou qui pourraient faire l'objet d'une nouvelle discussion. Alors vous allez me dire, on a déjà discuté en amont et on ne va pas discuter à chaque fois qu'il y a une infraction aux obligations pour quelqu'un qui est en sursis ou en aménagement de peine. Mais les collègues européens qui travaillent là-dessus voient, en prenant cas par cas, que beaucoup de révocations pourraient être évitées, sachant que les infractions sont très multiples et ne sont pas, dans leur grande majorité, une volonté de la part de la personne sous main de justice de nuire à ses obligations. Donc là, réévaluer ou assouplir les mesures de révocation de ces mesures. Et puis, quelques autres points. L'exemple de Berlin, par exemple, Berlin qui a le statut d'un État, d'une région fédérale allemande, a mis en place un système pour les personnes condamnées à de l'enfermement seulement sur des délits. Toutes les personnes condamnées à l'enfermement à cause d'un délit vont directement en semi-liberté. La première phase de passage, c'est la semi-liberté. Donc la semi-liberté avec toutes les ouvertures qu'on le connaît, ce qui peut-être ne règle pas tout de suite la surpopulation, parce qu'on peut avoir une surpopulation carcérale aussi dans ces centres de semi-liberté, mais vous vous rendrez bien compte que la surpopulation, le problème de la surpopulation n'est plus la même quand on passe toutes ces journées à l'extérieur et qu'on rentre seulement le soir à 19-20 heures pour passer la nuit, même si c'est à 3, la différence est grande. Donc Berlin, système de passage au départ en semi-liberté, et ceux qui ne respectent pas les règles de l'établissement en semi-liberté se retrouvent en milieu fermé. Donc ça, c'est pour un exemple. Et puis ce qui a été dit là, pour travailler sur les programmes pénitentiaires, l'idée de programme pénitentiaire est finalement un sujet, un thème qui est courant à beaucoup d'autres pays européens. Bien sûr qu'en France, on a le projet d'exécution de peine, le PEP,
Pour autant, le contenu n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer en comparaison avec d'autres pays européens. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on est dans la pratique, dans la procédure et dans le déroulement de la peine, mais c'est encore très différent des programmes qui sont beaucoup plus larges et qui englobent avec un contenu beaucoup plus précis, qui a été notamment évalué scientifiquement. Et puis, un dernier point, j'imagine que c'est le souhait actuel et du gouvernement et de l'Assemblée, parce que votre commission est là présente, c'est d'encourager tout ce qui est d'encourager, on va dire, le courage, ça va faire une répétition, à réformer le milieu pénitentiaire. Les 2 enquêtes qui avaient été faites par le GENEPI, ce groupement étudiant, en 1997 et en 2003. En 2003, c'était Pierre Tournier avec d'autres qui avaient animé, j'ai fait partie de cette enquête, ont bien montré que la population française dans son ensemble n'est pas du tout punitive, n'est pas pour le tout carcérale, et que nos concitoyens sont beaucoup plus réfléchis et pourraient bien comprendre une politique publique pénitentiaire courageuse qui ne serait pas dans le seulement on enferme tout le monde et on ne laisse personne sortir. Et ça rejoint finalement ces 2 enquêtes de 1997 et 2003 rejoignent ce fameux sondage qui a été effectué par le ministère de la Justice sous l'ancien gouvernement et qui n'avait pas été publié, dont on a eu les résultats seulement il y a quelques mois. Donc, Madame Taubira avait parlé il y a un mois. Oui. J'ai plusieurs questions. La première, c'est concernant Berlin, l'expérience berlinoise. Est-ce que le mot délit a le même sens en droit allemand qu'en droit français? Parce qu'en droit français, les délits, c'est la grande masse des condamnés, puisque les délits vont jusqu'à toutes les infractions qui sont punies par jusqu'à une peine de 10 ans d'emprisonnement, et que grosso modo, les condamnations pour délit représentent environ 600 000 cas par an en France, pour 2500 condamnations en assises pour des crimes qui concernent 3000 condamnés. Est-ce qu'on est dans des choses qui sont comparables, ou est-ce que les délits, ça a un sens beaucoup plus restreint en droit allemand ou peut-être en droit berlinois? Enfin, je ne suis pas sûr que le droit berlinois soit différent du droit allemand, mais vous allez m'éclairer. Le droit pénal allemand est fédéral, donc c'est un terme général pour tout le pays. J'ai parlé de délit pour faciliter la compréhension de nos discussions, mais on s'adresse à des infractions dont la peine va jusqu'à 5 ans et peut aller dans des exceptions jusqu'à 10 ans. Donc on retrouve plus ou moins la catégorie française. L'expérience des halfway house, enfin des maisons de mi-peine, enfin des maisons de halfway au milieu de la route, vous traduirez mieux que moi, c'est généralisé, c'est une expérience locale, parce que si l'on se réfère au taux d'incarcération, la France, au sujet de laquelle les conditions de détention font l'objet de beaucoup de discussions et beaucoup de critiques, la France n'est pas un pays qui incarcère énormément. Nous avons un taux d'incarcération qui tourne autour de 100 pour 100 000 habitants, quand les Anglais sont autour de 145, 150 pour 100 000 habitants. Est-ce que cette expérience est généralisée, ou s'agit-il d'une expérience ponctuelle? Alors l'expérience est généralisée en Angleterre, est généralisée au Danemark par exemple. Alors le Danemark a un taux d'incarcération plus faible qu'en France. Ce qui est surtout important dans ces cas-là, c'est de voir dans quelles conditions se retrouvent les personnes sous écrou. Même si en France on a un taux, on va dire, à 100, d'autres ont fait des calculs ou font leurs statistiques beaucoup mieux que moi, notamment la DAP ou Pierre Tournier. Il y a des endroits, il y a des établissements où, même si on a une moyenne nationale de 100, ce qui est pratique pour le Conseil de l'Europe, on a des établissements qui sont à 130, 140, 150. Donc l'avantage, par exemple, si on prend l'exemple danois, parce que l'Angleterre malheureusement a beaucoup de défauts et les exemples sont à prendre avec pincette, avec parcimonie, mais le Danemark permet d'avoir un taux assez élevé et d'avoir une répartition dans tous les établissements. Ce qui fait que la surpopulation carcérale n'existe quasiment pas. Parce que ce taux de, on va dire, actuellement c'est je crois 90 ou 94, ce taux se retrouve dans chaque établissement. Et ces maisons-là permettent d'avoir une diminution de la pression sur les établissements. On voit bien dans d'autres pays, et la France malheureusement en fait partie, avec des centres de semi-liberté qui sont sous-occupés. Une petite demande de précision, parce qu'il ne me semble pas qu'on ait parlé de la même chose.
le taux de détention de l'Angleterre, c'est 145 pour 100 000 habitants. Ce n'est pas la même chose que le taux d'occupation dans les maisons d'arrêt. Donc le Danemark me semblait un taux de détention inférieur. Pour moi, le Danemark était autour de 70 à 75 pour 100 000 habitants. Et là, vous avez parlé du taux d'occupation dans les maisons d'arrêt. Est-ce que je me trompe? Oui, non, pour être précis, au 1er janvier 2012, si on prend les données du Conseil de l'Europe, le Danemark est à peu près à 80. Enfin, si on parle de 100 pour 100 000 en France, donc le nombre de détenus pour 100 000 habitants, on est à 90 environ au Danemark. Donc il y a eu une vraie augmentation dans la plupart des pays ces dernières années. Mais la répartition des détenus se fait dans quasiment tous les établissements à taux constant. Non, juste un complément, mais sous bénéfice d'inventaire, c'est une question très compliquée, mais je pense qu'il y a des pays, en particulier les pays scandinaves, où, indépendamment du système proprement pénitentiaire, il y a tout un système médico-social qui a vocation à accueillir un certain nombre de personnes ayant commis des infractions et qui relèvent de ces structures-là et qui, chez nous, se retrouveraient en établissement pénitentiaire. Je crois que... Une question. Vous avez invoqué tout à l'heure la réflexion sur la peine et la nécessité de la réflexion sur la peine. Je ne suis pas un grand spécialiste de la procédure pénale anglaise, mais il me semble que c'est un système dans lequel la réflexion sur la peine est assez faible, parce que la discussion sur la culpabilité se fait devant un jury, et c'est un juge tout seul qui prononce la peine ensuite, sans, me semble-t-il, qu'il y ait une grande discussion sur la peine. Est-ce que vous avez des éléments d'information? Est-ce que mes éléments d'information, qui sont très parcellaires et sont exacts, ou est-ce qu'il est impossible, dans l'état actuel de nos connaissances communes, de tirer une conclusion de ce type-là? Moi, je suis très, très prudent sur les comparaisons étrangères, et alors qui plus est, quand il s'agit de comparaisons entre des pays latins et des pays anglo-saxons, avec les systèmes de droit écrit et de common law. Et avec en plus des juges professionnels. On voit ce qu'ont donné les comparaisons entre, par exemple, les moyens de la justice, il faudrait interroger Jean-Paul Jean sur ce sujet, mais la justice allemande et la justice française et la justice anglaise. Bon, en Angleterre, les juges professionnels, effectivement, il y en a très peu, mais il y a tout un système de recours à des citoyens juges, comme chez nous, des assesseurs, qui est développé. Donc, bon. Non, mais simplement sur la question de la procédure, je ne suis pas en mesure de... On peut travailler là-dessus, hein. On pourrait vous fournir des éléments de réflexion. Moi, quand je parlais de la césure du procès pénal, elle est à mon sens à introduire dans notre système tel qu'il fonctionne. Un système constant de droit écrit, où le juge est chargé de rechercher la vérité. Et je dirais que, d'une certaine manière, pour compléter mon propos sur la question de la peine, je trouve que je suis assez... Ça fait des années, en tout cas depuis que je préside l'Association française écologique, je le dis, j'en ai un petit peu par-dessus la tête d'entendre poser la question du sens de la peine, alors qu'à mon sens, l'article 132-24, qui a été rédigé sous le gouvernement, le garde des Sceaux était M. Perben à l'époque, est rigoureusement, à la lettre près, à la virgule près, identique à celui qu'avait proposé Mme Lebranchu quand elle avait mis en place une réflexion sur la question qui avait continué après les élections. Donc il y a un consensus sur cet article 132-24, dont je peux vous dire qu'il est difficile à appliquer pour les juges et qui donne lieu à des moments de délibéré riches et compliqués, mais la justice c'est compliqué quand on dit qu'il faut concilier à la fois la sanction, la prévention de la récidive, l'ordre public, la réinsertion et la protection de l'intérêt des victimes. Je pense qu'il y a tout ça dans la peine et qu'il faut composer avec tout ça. Mais tout ça, c'est clair. En revanche, ce sur quoi nous sommes en retard, c'est sur le sens du crime. L'intelligence, le moyen de comprendre le sens du crime. Et c'est parce que nous ne réfléchissons pas au sens des infractions, aux causes des infractions, que nous assénons des peines sous prétexte que les faits sont dits graves, ce qui est parfois vrai, mais au nom de quoi on pourrait en discuter sur chacune des infractions, entre la différence entre les atteintes aux biens et les atteintes des personnes. On mélange la morale et le reste, on confond... Par exemple, je vois dans des rapports de psychiatres, je suis désolé de le dire comme ça, et j'en parle aussi avec mes collègues psychiatres, où on mélange le fait que, par exemple, le sujet est dangereux et reste dangereux parce qu'il n'a pas d'empathie pour la victime. Je suis désolé, mais je pense qu'il faudrait établir le lien qu'il y a entre le fait qu'on puisse
regretter ou pas regretter des faits qu'on a commis et le fait qu'on risque de récidiver ou pas. On peut parfaitement ne pas être au clair et ne pas avoir pardonné, ne pas avoir cherché le pardon, ne pas avoir dit j'ai eu tort, j'ai fait du mal et ainsi de suite, et ne présenter strictement aucun risque de récidive. Ce sont deux sujets complètement différents. Il y a la morale d'un côté, le fonctionnement psychologique par rapport voilà, et après il y a le risque de récidive. C'est complètement différent. Il y a des sujets qui peuvent regretter infiniment et être parfaitement capables de récidiver, et l'inverse est exact aussi. Et donc, sur le sens du crime, c'est-à-dire qu'est-ce que ce crime ou ce délit signifie dans le processus de la situation dans laquelle il a été commis par le sujet en question, dans ce contexte donné, et quelles en sont les causes, ça, on a très peu de choses là-dessus. On travaille beaucoup moins, on a beaucoup régressé là-dessus. Parce que je pense qu'on a été pris par peut-être des tas de phénomènes, l'augmentation de la délinquance, d'une certaine manière aussi la perte de crédit de la criminologie pour des raisons qu'on va essayer d'expliquer au colloque que nous tenons demain et après-demain, parce que là aussi, il y a eu moi, je suis à 3 ans de la retraite. Dans les années 70, la criminologie, c'était... On ne pouvait pas imaginer qu'on juge quelqu'un sans chercher à comprendre pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait. Je suis désolé, ma pratique quotidienne de magistrat, ça n'est plus ça. Ça n'est plus ça. On n'en est plus là. Et dès qu'on prend du temps pour essayer de savoir ce qui s'est passé et qu'on interroge un prévenu en correctionnel, on a immédiatement le sentiment que l'avocat général vous regarde en disant mais qu'est-ce que... Enfin, c'est pas... qu'on perd notre temps, ou voire qu'on est laxiste. Alors qu'on cherche à comprendre ce qui s'est passé pour éviter que ça se reproduise. Ou pour tout simplement prononcer une peine juste. Et là, c'est pas la mise en cause des personnes. Je pense que c'est lié à une époque. C'est lié à des discours qui ont été tenus, avec y compris la mise en cause de la responsabilité des magistrats par rapport, et des psychiatres aussi, et des travailleurs sociaux. Bon, souvenons-nous de l'affaire, de l'abominable affaire de la petite Laetitia au Pornic, où là aussi il y a une mise en cause. Bon, donc je pense que c'est tout ça dont on a besoin. C'est aussi pour ça que je pense nous sommes très fiers que la ministre vienne à notre colloque, parce que je pense qu'on a tous besoin qu'on nous considère comme capables d'être responsables et de contribuer à la paix publique et à la sécurité publique dans le respect des droits et de manière intelligente et en se servant des savoirs qui existent dans toutes les disciplines que la criminologie rassemble. Autre question. On a reçu ici M. Tournier qui, je ne suis pas certain qu'il nous en ait parlé d'ailleurs, mais enfin qui, dans ses écrits, a évoqué le cas de l'Allemagne qui a mis en place une diminution de la population carcérale, avec un taux d'incarcération qui, en quelques années, est passé de 98 pour 100 000 à 93 pour 100 000. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que vous avez pu mesurer ce phénomène? Et dans le même type d'expérience, il y a eu des écrits, je crois que c'est de la part de Mme Poncela, sur la Finlande, qui se serait aussi lancée dans une politique de baisse de la population carcérale, et en tout cas de baisse du taux d'incarcération par rapport à la population. Est-ce que vous confirmez ces informations et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors je confirme que même au-delà des chiffres qui ont été donnés, les derniers taux pour l'Allemagne étaient autour de 85. Donc une baisse assez significative. La difficulté, c'est que beaucoup de mes collègues allemands qui travaillent sur le sujet depuis une trentaine d'années se demandent pourquoi. Et alors, en Allemagne, c'est difficile. Il y a 16 Länder et chacun est responsable maintenant et de la loi pénitentiaire et de l'organisation pénitentiaire. Donc, on pourrait dire qu'il y a 16 raisons. Mais on assiste à peu près à une baisse plus ou moins générale dans tous les Länder. L'explication première qui ne va pas nous aider énormément, c'est la fin du baby-boom et une baisse démographique des populations jeunes. Alors jeunes, on va dire entre 15 et 35 ans, qui sont les populations cibles malheureusement du système pénal. Donc actuellement, c'est la seule explication plus ou moins valable qu'on peut avoir, sachant qu'il n'y a pas eu que les derniers discours pénaux, pour aller faire vite, des politiques ces dernières années, n'ont pas été plus libéraux, n'ont pas été plus progressistes qu'ils ne l'avaient été il y a 10, 20 ou 30 ans, et parfois au contraire. Donc là, c'est un peu la seule explication qu'on peut donner. Pour la Finlande, c'est plus intéressant parce que la Finlande a vraiment mis en place, dans les années 70-80, une politique d'ensemble, mais une politique d'ensemble
d'un État-providence et d'un État qui prend soin de ces populations fragilisées. Des travaux qui sont faits par le directeur du centre criminologique d'Helsinki, M. Tapil Lapisepelle, qui est donc reconnu dans le milieu européen sur ses travaux pour les comparaisons sur les taux d'incarcération, montre bien que finalement, plus le pays a un système social qui est à même de récupérer ces populations en difficulté, ces populations précarisées, moins le taux d'incarcération, plus le taux d'incarcération va être faible. Et c'est une politique forte qui a été mise en place en Finlande, qui a du mal à suivre pour des raisons de crise, pour des raisons politiques, philosophiques sur la place de l'État-providence dans nos sociétés. Il y a eu un retour, il y a eu une remontée récente des taux d'incarcération, mais il est possible sur volonté politique, et on ne parle pas seulement d'amnistie ou de pardon, mais il est possible sur volonté politique, sur une décennie ou deux, de pouvoir faire baisser le taux. Donc l'Allemagne, c'est a priori pour un problème démographique, une cause démographique, mais la Finlande, c'est tout à fait une volonté politique. Alors avec beaucoup d'explications, mais une explication, c'est le filet social, qui évite à des populations précarisées de se retrouver dans des situations criminelles. Enfin, pour moi, ce sera la dernière question, sauf à rebondir sur une de vos réponses. Qu'est-ce que vous avez à dire, comment vous analysez la montée de la répression de la délinquance sexuelle? On peut penser qu'une partie de cette délinquance existait depuis longtemps, elle était ancienne au sein des familles et qu'elle ne faisait pas l'objet de répression, mais que la répression de la délinquance sexuelle est assez récente. Elle fait suite à une évolution des mœurs, au fait qu'on n'accepte pas plus un certain nombre de phénomènes. Et elle a entraîné, me semble-t-il, un vieillissement dans la population carcérale, puisqu'on poursuit des hommes d'un certain âge. Est-ce que vous confirmez ces analyses? Est-ce que vous confirmez? Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce phénomène? Alors, ce sera à la fois empirique et des réponses en fonction d'informations recueillies récemment. Je parlais de la rétention de sûreté tout à l'heure. La plupart des sujets qui nous arrivent à ce titre-là, et dans le cadre de cette procédure, sont des pères incestueux. Tous de milieux plus ou moins agricoles, en tout cas très défavorisés, avec des familles complètement... Donc, voilà, ce sont des gens qui ont maintenant entre 50 et 70 ans et qui ont été condamnés alors qu'ils avaient 45, 50 ans, il y a donc une quinzaine d'années. Je m'excuse, je suis un petit peu surpris de votre question, mais vous aurez l'occasion dans les jours qui viennent au cours de notre colloque de vérifier. Mais moi, les chiffres que j'avais de la part de la démographe de l'administration pénitentiaire, Annie Kensey, qui est au conseil d'administration de l'AFC aussi, c'est qu'on a plutôt une baisse, en tout cas dans les établissements pénitentiaires, du nombre de détenus pour des faits de nature sexuelle. Alors, c'est peut-être le décalage qui est lié au fait qu'il y a encore des gens... il y en a moins et ça remonterait. Alors, en fait, il y a une baisse actuellement. Quand on regarde les tableaux des motifs de détention sur l'ensemble des prisons françaises, c'est en train de baisser. Et ça m'avait d'ailleurs étonné, je lui avais posé la question, et la seule explication qu'elle voyait, mais il faudrait lui poser la question pour être plus sûr, c'est qu'on était arrivé un petit peu au bout de la période pendant laquelle les faits dénoncés comme ayant été commis avec la nouvelle loi à partir de la majorité, bon, ça y est, on avait à peu près épuisé ce vivier-là. Bon, et ce qui restait, bon, les gens, finalement, les enfants qui avaient été victimes, bon, ça y est, c'était fini. Il y avait moins de plaintes et on arrivait au bout d'une poche, si je puis dire, qui avait été contenue pendant très longtemps. Donc, voilà ce que je peux dire. Après... je me souviens plus, je crois qu'il y avait une troisième partie à votre question sur la délinquance sexuelle, mais je ne me souviens plus précisément. Mais ça vaudrait le coup d'être vérifié. Moi, ma question à Annie Kensey date de moins de 15 jours. C'était un constat qu'elle faisait à partir des données de la démographie pénitentiaire. Je ne suis pas en désaccord d'ailleurs. Je parlais d'une période un peu plus longue. Je parlais sur 20 ans. Donc, effectivement, en revanche, je peux vous apporter un élément, enfin, ce n'est pas un élément, c'est un questionnement, mais qui peut avoir avec ce. Je me suis étonné, j'ai posé la question à Madame Timbar, qui est donc l'une des spécialistes de la démographie pénale au ministère de la Justice depuis des années.
lui ai demandé si des études avaient été faites qui permettraient de faire une différence entre la lourdeur des peines prononcées par les cours d'assises pour crimes comparables. Je pensais en particulier au type d'affaires qu'on évoque là. Et elle me disait que ça fait longtemps qu'on y réfléchit, mais qu'en fait, on y a renoncé parce que les catégories juridiques correspondant aux crimes qui sont jugés par les cours d'assises sont suffisamment vagues pour correspondre à des réalités de faits peu comparables en réalité, et que ça n'aurait pas énormément de sens. Si je vous le dis, c'est parce que j'avais une hypothèse tout de même qui mériterait peut-être une recherche, c'est que j'ai eu le sentiment que dans le Nord-Pas-de-Calais, les peines d'assises étaient beaucoup plus lourdes que celles qui étaient prononcées dans les cours d'assises de la Cour d'appel de Paris. Ça reste d'une part à vérifier. D'autre part, si jamais c'était le cas, moi j'ai plusieurs hypothèses, et en particulier, je suis très frappé qu'il y a un certain nombre d'outils qui, à mon avis, sont utiles pour rendre une justice pénale de qualité que j'ai vu fonctionner dans la Cour d'appel de Paris, et en particulier au tribunal de Paris, comme par exemple les enquêtes de personnalité, qui sont très peu utilisées, auxquelles il est très peu recouru dans le Nord. Et j'ai tendance à penser que plus les informations sont de mauvaise qualité, ou en tout cas, plus elles sont pauvres, moins elles sont riches, plus la peine est brutale. Et je pense que c'est une vraie question. Si je peux vous apporter sur cette question-là quelques éléments de comparaison. Récemment, en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays, on s'est rendu compte que, donc avec ce volume, je partage un peu les propos de M. Blanc, on a atteint un maximum en volume, et ce qui fait qu'en pourcentage, on a l'impression que ça diminue maintenant, parce que la population absolue augmente, mais le volume reste à peu près comparable. Mais la problématique en lien avec la surpopulation carcérale, c'est que, comme vous le disiez, il y a un vieillissement, et qu'on a noté dans les recherches faites notamment sur la probation et sur les libérations, qu'il est beaucoup plus difficile de réinsérer des personnes à partir d'un certain âge. Notamment pour leur intégration sur le marché du travail, mais aussi pour les liens familiaux, et pour d'autres raisons aussi d'adaptation psychosociale au milieu dans lequel on va les remettre. Et que, à ce titre-là, et parce que ça correspond notamment à des publics qui ont commis des infractions sexuelles, et parce que tous les pays ont développé plus ou moins des systèmes de rétention de sûreté, et ainsi de suite, on se retrouve avec des populations, c'est ce qui avait été évoqué juste avant pour la rétention de sûreté et ses commissions régionales, avec des populations dont on ne sait pas quoi faire. Et pour certaines, alors, il y a 10 ans, on entendait ça sur des cas particuliers de personnes qui ne souhaitaient pas sortir, qui avaient purgé 10, 15, 20 ans, et qui ne souhaitaient pas sortir parce qu'elles ne savaient pas où aller, qu'elles avaient une angoisse de la libération. Mais on se retrouve de plus en plus avec ces populations âgées. Alors âgées, on va dire 55 ans, c'est pas âgé, sauf que c'est âgé pour une personne qui prépare sa sortie et qui a déjà 15-20 ans de détention derrière. Donc votre question est assez juste sur ce public qui pose de plus en plus de problèmes et que les administrations pénitentiaires ont tendance, ou les juges, ont tendance à garder en détention, alors avec toute la notion de dangerosité qu'on essaie d'évaluer ou pas, mais surtout parce qu'on ne sait pas comment leur retrouver une place dans la société. Évidemment, je rebondis sur une de vos réponses. Sur la question de la rétention de sûreté, on est un petit peu à la marge de notre réflexion, mais lorsque cette question est venue devant le Parlement, moi j'avais le sentiment qu'on était en présence de deux systèmes. Un système français dans lequel la rétention de sûreté rentrait mal, théoriquement, parce que nous connaissons une détention à perpétuité, qui parfois est une perpétuité proche d'être une perpétuité réelle. Et puis d'autres systèmes, je pense notamment au système plutôt du Nord, hein, peut-être en Allemagne, mais peut-être au Danemark, en Norvège, je pense à ça, parce que à l'occasion de l'affaire Breivik, où il me semble qu'il y a un système de limitation de la durée de la peine, mais qu'à côté, il y a un système de rétention possible pour des raisons de dangerosité. Et que la curiosité du modèle français a été de cumuler à la fois la perpétuité, qui peut parfois être une perpétuité réelle, et un système de rétention sur un motif criminalo-médico-social. Est-ce que je me trompe ou avez-vous des informations à ce sujet ? C'est pas d'informations, non, mais on est au début de la réflexion. Je pense que ce serait très intéressant qu'on commence déjà à tirer les premiers enseignements de ce qu'on voit dans les dossiers et des problèmes que ça pose. Je peux vous dire que nous sommes, moi et mes collègues, très mal à l'aise. La première fois que j'ai eu
sujet relevant. D'abord, je me suis posé la question de savoir comment je l'appelais. Monsieur, évidemment, mais je veux dire, on en parle comment? C'est le condamné? C'est le prévenu? C'est quoi? Alors d'ailleurs, ça s'est retrouvé au moment où, finalement, je lui dis Monsieur, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Et il avait un avocat qui ne savait pas très bien non plus comment se situer. Je lui ai demandé à l'expert psychiatre de venir, ça a été encore plus. Voilà. Et il m'a dit j'ai dû faire une bêtise. Je dis pas du tout, monsieur, pas du tout. Non, on n'a absolument rien à vous reprocher. On va simplement examiner si vous êtes susceptible d'en faire. Déjà, il faut expliquer ça. Hein. C'est compliqué parce qu'en plus, c'est des sujets qu'on a qui sont pas très bons. Voilà. Et donc, un avocat général qui est intervenu à l'audience de jeudi dans laquelle je présidais l'audience est intervenu pour dire soyons clairs, nous allons avoir à sanctionner le non-respect d'obligations sans que ce monsieur n'ait fait quoi que ce soit. Il n'a pas respecté ses obligations, c'est tout, et on va lui mettre une peine de surveillance. Et on a un très grand malaise. En plus, c'était le sujet dont je disais tout à l'heure qu'il connaissait ni sa date de naissance, ni bon. C'est assez pathétique, enfin, la situation de ces gens-là. Bon, et il faut bien faire quelque chose. D'abord, il faut appliquer la loi. Bon. Alors, la seule ligne de conduite, la seule affirmation que je formulerai, et je pense au nom de l'association, c'est tout sauf la perpétuité réelle. Donc, moi, je veux dire, si on supprime la rétention de sûreté pour introduire la perpétuité réelle, non. Bon. Donc, je pense qu'il y a là quelque chose qui a commencé à être travaillé et qui doit pouvoir être amélioré, et de manière avec un grand profit, à mon sens d'ailleurs, sur ce qu'on peut faire avec un certain nombre de sujets. Je me souviens, un inspecteur général de l'administration pénitentiaire avait suggéré un jour comme sujet de concours pour les directeurs d'établissements pénitentiaires, sujet de culture générale, l'oubli. Le nombre de détenus qui sont oubliés parce qu'ils ne posent pas de problème et qui effectivement surgissent tout d'un coup parce que mais ils vont sortir et qu'est-ce qu'on va en faire? Et il y aurait presque une étude à faire sur ceux qui se sont suicidés, y compris dehors, et on ne le sait pas, faute d'avoir investi quoi que ce soit. Et encore une fois, ce n'est pas du tout un procès de l'administration, c'est un procès à la fois des moyens, des méthodes, mais je veux dire, ceux qui subissent, je l'ai vécu pendant 10 ans à l'administration pénitentiaire, ceux qui sont les plus en souffrance, je dirais, indépendamment des personnes concernées par le retour en prison des gens qu'ils ont eu en charge, ce sont les fonctionnaires pénitentiaires et les surveillants aussi. J'ai vu les surveillants, enfin, dans un état, voyant revenir quelqu'un en disant pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? C'est dommage. Enfin bon, voilà. Donc, je pense que c'est pas du tout les personnes qui sont en cause. Je pense que l'idée de programme, qui est un des éléments de la criminologie, est très importante. Elle est d'ailleurs importante non seulement sur les programmes de réinsertion, c'est-à-dire pour les personnes en fonction de la délinquance commise et de la cause qui a été identifiée comme étant majoritairement à l'origine de la délinquance en question, mais elle est vraie aussi, et vous pourrez on la retrouve dans les programmes canadiens, comme par hasard, au niveau de la politique de la ville. C'est-à-dire qu'il y a des politiques qui sont ciblées. Je dirais que d'une certaine manière, ce qu'a pu faire la France depuis 15 ans en matière de sécurité routière est quand même passionnant. Là, droite ou gauche, il y a eu une politique publique qui a fonctionné, qui a été évaluée. Alors, on pourrait en discuter un certain nombre d'éléments, mais ça a été une cible. Il y a eu des stratégies de formation, des changements de comportement chez les gens. Et je pense on a tenté ça à un moment donné sur les violences conjugales. Je suis un peu étonné que d'ailleurs sur la délinquance sexuelle, finalement, ça n'a pas beaucoup dépassé ce qui a pu être développé autour des groupes de parole en milieu pénitentiaire. Mais en amont, il n'y a pas énormément de choses. Mais enfin, je sais pas, il y a des domaines dans lesquels on pourrait, je pense, développer des politiques publiques, ce qui nous permettrait aussi, au niveau de la justice, de retrouver derrière des postes de passement extérieur, des postes de semi-liberté, des emplois, voire des associations qui se mobiliseraient avec des visiteurs sur ce sujet-là. Enfin, je crois qu'il ne faut pas penser seulement en interne de la prison. Je crois que c'est l'un des grands enseignements, pour ma part, tirés des années bonne maison. Ces politiques publiques qui traversent à la fois une grande orientation autour de la décentralisation, la mobilisation des communes, tout ça là aussi transversal. Le rapport Bonne Maison n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu le rapport sur les réponses à la violence de M. Perfit dans les années 70. Donc ce sont des périodes, c'est sur du temps long que tout ça évolue. Mais en même temps, ça évolue assez vite, ça évolue à bas bruit, on ne s'en rend pas trop compte. Et je pense faut arrêter de nous culpabiliser aussi avec le Canada et la Belgique ou la Suisse qui ferait mieux que nous. Je veux dire, il y a sûrement des tas de choses qu'on peut retirer. Il y a des cultures professionnelles qui pourraient être
réévaluer et recentrer sur des objectifs qui ne sont pas tellement en opposition avec nos pratiques professionnelles. Voulez-vous ajouter un dernier mot qui vous tient à cœur? C'est un peu d'européen. Alors un dernier mot, vu que vous m'invitez à le faire. La rétention de sûreté ou le système par exemple allemand, enfin la rétention de sûreté française est un copier-coller plus ou moins de la rétention de sûreté allemande, n'influe que très peu en termes de surpopulation carcérale. Par contre, ce qu'on retrouve dans beaucoup en Allemagne, c'est quelques centaines, donc malheureusement c'est seulement à la marge. Ce qu'on retrouve un peu partout maintenant aujourd'hui dans le système pénal et dans le système pénitentiaire, dans beaucoup de pays européens, et ce qui génère des stocks, alors des flux, mais aussi des stocks qui restent en prison plus longtemps, c'est la notion de dangerosité. Maintenant, chaque prévenu, chaque condamné et chaque détenu va être évalué sur sa dangerosité. Dans certains pays, on va avant tout faire de l'évaluation de dangerosité plutôt que de faire de la réinsertion et des programmes de réinsertion. Ce qui est logique parce que si on réinsère bien, il n'y aura pas de récidive. Mais on préfère voir s'il va récidiver alors qu'on ne sait pas si on va pouvoir le réinsérer ou pas. Et cette notion de dangerosité qu'on retrouve un peu partout maintenant, aussi dans les programmes, enfin dans certaines évaluations de la pénitentiaire française, et pose problème parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Beaucoup d'experts ne sont même pas sûrs de la validité d'un tel terme, d'une telle notion. Et la problématique, c'est que, étant donné que, bien sûr, qu'on va partir du principe que les gens sont dangereux, parce qu'ils ont été condamnés au pénal, donc c'est malheureusement un peu un stéréotype qui va devenir une évidence et un principe. Et à partir de là, on va hésiter à faire de l'aménagement de peine, on va éviter à faire de la libération conditionnelle, on va éviter à faire de la semi-liberté, on va éviter à faire de la libération tout court. Par contre, on ne va pas éviter à condamner à la détention ferme. Sur ce principe de dangerosité qui maintenant se retrouve vraiment partout au niveau de la chaîne pénale. Et c'est une tendance, alors là c'est une tendance plus philosophique, mais qu'on retrouve dans d'autres pays européens. Et l'exemple à ne pas faire, c'est l'Angleterre, juste un dernier point de détail pour votre commission. Il y a une peine indéterminée, qui s'appelle peine indéterminée, pour tous les délits punis de plus d'1 an de prison. Ils ont dit, bon, on les punit d'1 an, on leur met une peine indéterminée, donc ça concerne à peu près 8-10 000 personnes. Ça a été aboli l'année dernière, mais les personnes sont encore dedans. Et puis on va les évaluer au bout d'1 an, assez rapidement. Mais on ne peut pas évaluer comme ça des dizaines, des milliers et des milliers de personnes. Et bien ils restent. Et ils restent à 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors ils ne vont pas faire perpétuité. Mais ça fait de la surpopulation carcérale avec des populations qu'on aurait dû retirer. Et donc la notion de dangerosité qui ne va pas être traitée forcément par votre commission, mais qui peut être un point d'élément de réflexion et qui bloque ou qui crispe ou qui génère des peurs un peu sur l'aménagement de peine et sur la diminution des populations et pénales et carcérales. Je ne sais pas si le président veut ajouter quelque chose pour le dernier mot. Non, à force de dernier mot, on va rester là jusqu'à... Non, simplement, moi, c'est vrai que la question de la dangerosité, tout de suite, je me redresse parce que, je veux dire, c'est typiquement le concept flou, à la fois mou et dur, qui sert à tout et à n'importe quoi. Je veux dire que quand on est concrètement dans une audience et qu'on vous dit que quelqu'un est dangereux, moi, immédiatement, je dis, mais expliquez-nous en quoi et pourquoi. C'est-à-dire que je ne conteste pas du tout une seconde la dangerosité, enfin je ne la conteste pas, j'en sais rien, mais je veux qu'on me l'explique. C'est-à-dire où est-ce qu'elle trouve sa source, en quoi, comment on différencie la dangerosité qui tient à une structure mentale et la dangerosité qui tient à une situation. Bon, je me souviens d'avoir entendu qu'un alcoolique qui avait tué sa femme était dangereux parce qu'il était alcoolique, vraiment alcoolique. Bon, enfin, l'alcoolisme, ça soigne, il avait 22 ans. Dangereux, c'est comme un état quasi permanent. Ça n'est pas supportable ni philosophiquement, ni pénalement, ni pénitentiairement. Je veux dire, faut pas utiliser les mots à la mode, mais faut décortiquer, faut déconstruire, faut expliquer. Bon, que ça existe, encore une fois, oui, mais travaillons dessus. Et ne nous en sortons pas en parlant de dangerosité criminologique. Moi, je disais pas ça. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de ces intéressantes explications. J'avais une petite note qui accompagnait le rapport.